et bienvenue à la table de l'Estamitech. Alors début juin, j'ai eu la chance... blablabla. Eh ben on la refait, c'est pas grave. Bienvenue à la table de l'Estamitech. Début juin, j'ai eu la chance d'assister au DevFest Lille. Alors en quelques mots, le DevFest Lille, c'est 1500 participants sur 2 jours, 44 conférences, des codes lab, une soirée mémorable et c'était la première fois, mais c'est surtout une démarche engagée. Alors pour en parler, j'ai la chance de recevoir les 4 organisateurs, que sont Fanny, Charlotte, Gérard et Manu. Alors premier petit tour de table, dites-moi qui êtes-vous. Charlotte, présente-toi s'il te plaît. Charlotte Mougenot, du coup, j'ai 26 ans et je suis développeuse back chez Decathlon. Gérard, T'es mute, Gérard. Ça commence bien. Forcément. Bonjour, donc moi c'est Gérard Paligo, j'ai 34 ans et je suis aussi chez Decathlon en tant que staff engineer. ok Manu, Manu, développeur web, j'arrête de compter les années. Freelance, voilà. Et puis Fanny, Fanny, développeuse mobile, freelance également. ok. Alors Fanny, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux présenter déjà l'association rapidement et le rôle dans l'association de chacun? Alors, l'association, c'est toi qui l'as créée déjà, Ludo, il y a 10 ans, j'ai envie de dire, à vue d'œil. Au départ, c'est le Google Developer Group, donc on organisait des meet-up. Et puis, petit à petit, nous est venue l'idée de faire un DevFest Lille, qui est à chaque fois un DevFest et organisé par un GDG, que ce soit à Nantes, en France, à Strasbourg ou autre, et ailleurs dans le monde. Et donc, nous, on a créé notre petit DevFest Lille il y a 7 ou 8 ans, je pense. Et j'ai oublié ta question. l'organisation de l'assaut, ouais. L'organisation de l'assaut. Oh, déjà, on est bénévole. C'est un point important à... Vous inquiétez pas, on va parler thunes. Mais avant de parler argent, juste président, secrétaire, trésorier, comment ça marche chez vous? Alors, je suis le chef suprême. Président. À date, ok. À date, pour l'instant, on a l'AG vendredi, peut-être je vais être viré, on verra. Je suis le président, Gérard est le mec qui tient le chéquier. Excellent. Et le trésorier, et je ne sais plus qui est la secrétaire. C'est Agathe officiellement. C'est encore Agathe. D'accord. C'est encore Agathe, mais qui n'est plus trop dans l'organisation. C'est Elle ça. est juste là le jour J lors de l'événement, mais elle est plus là trop dans l'organisation en amont. Ça montre qu'on est très professionnel sur l'organisation de l'association. C'est un beau classique de la vie associative, j'ai envie de dire. Bon, très bien. Alors, nouvelle question. Combien d'éditions du DevFest Lille, à votre avis? 7. 7e édition, ok. Donc, c'était combien de participants? La 7e ou ouais, la première? La 7e. La 7e, on était officiellement, on a scanné 1800 tickets, un peu plus, de mémoire. Sur les 2 jours. Sur les 2 jours, ouais. Parce qu'en gros, on a une base de 1300, quelque chose comme ça, sur les 2 jours, qui ont des billets 2 jours. Et après, on avait des billets qui étaient uniquement dédiés pour le premier jour et d'autres qui étaient uniquement dédiés sur le second jour. Et donc, le global fait 1800, un peu plus de 1800 billets scannés. Ok. Sur les billets scannés, vous en réservez une partie à des groupes d'habitude faiblement représentés en conférence. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, Charlotte? Oui, on essaye tous les ans de garder des billets. C'était surtout les années d'avant où on était sold out très rapidement et pas laisser que ce soit toujours les grosses boîtes qui soient en première ligne pour avoir tous les billets. Là, l'idée, c'était de garder pour des personnes qui sont sous-représentées dans le milieu de la tech une chance aussi d'avoir ces billets-là. Et des fois un peu moins cher quand on le pouvait pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi ou des étudiants, des choses comme ça. Ok, ça marche? Ou pas? Ma question, je la précise, c'est que ce sont des communautés des fois qui sont difficiles peut-être à toucher, tout simplement. On dit toujours que quand on a envie de faire quelque chose de positif en termes de représentativité, c'est une démarche proactive.
de notre part en tant qu'organisateur. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme démarche proactive pour justement aller toucher des communautés qu'on ne trouve pas d'habitude en conférence? Alors je rebondis sur ce qu'a dit Charlotte aussi, c'est que cette année, les années précédentes, il y avait les early birds qui étaient ouverts à tout le monde déjà, et on avait remarqué que c'était un petit peu la foire au pâté. C'est les sociétés achetaient des places, des billets early birds à foison. Et donc là, on s'est limité, on s'est dit, tiens, les early birds, c'est du tirage au sort pour donner la chance aux personnes qui n'ont pas une société capable de payer le billet, de pouvoir acheter un billet à moitié prix. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à l'année précédente, parce qu'il y a des années précédentes, sur les 100 billets Early Birds qu'on vendait, il y en avait peut-être 50% qui étaient achetés par des grosses sociétés de notre métropole lilloise. Est-ce qu'on peut juste faire une pause et faire avec ton micro? J'ai de l'écho, je peux. Vous êtes sorti de ça et, et vous avez essayé de trouver un système où on est capable, où tout le monde est capable d'acheter des places. Mais il n'empêche que on prend une conférence comme le DevFest Nantes, c'est une conférence où toutes les places vont se vendre en quelques heures, et qui est principalement monopolisée évidemment par les grandes entreprises qui sont structurées et qui ont les moyens logistiques d'acheter des places. Donc vous, vous essayez d'en garder une partie à part pour les distribuer pour des personnes que vous pensez n'ont pas d'habitude accès à ces places. Et concrètement, ça veut dire c'est par la publicité, c'est vous allez rencontrer des communautés pour parler de tout ça. Comment ça se passe? Alors déjà, on fait déjà partie de certaines communautés tech, en tout cas féminines, comme les duchesses. Donc on communique premièrement via les duchesses plusieurs fois sur les réseaux duchesses en interne. Et puis ce qu'on a commencé à faire cette année, c'est se connecter même à distance dans des meet-up en non-mixité. Donc, par exemple, il y avait un meet-up Women Tech Maker à Paris, il y avait un meet-up Ladies of Code, et il me semble un Duchesse aussi, où je suis intervenue en amont pour parler du DevFest, pour expliquer tout ce qu'on faisait, pour un petit peu briser la glace, inciter des speakers à venir, mais aussi des participantes, et leur montrer aussi l'intérêt, finalement, quand elles sont à Paris, de venir jusqu'au DevFest, qui est à 1 heure de train, avec un événement qui est aussi accessible en termes de prix, à 40 € la journée. Parfois, pour une entreprise, ça peut être un argument peut-être plus intéressant que d'aller à une conférence parisienne qui va être à 300, 400 € la journée. En termes de budget, en tout cas, il y avait un argument qui était intéressant à prôner auprès des entreprises. Et puis nous, du coup, moi, ça me permettait de passer le message de dire, bah voilà, au DevFest, on fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité, sur l'inclusion, sur l'écologie, etc. Et c'est des messages qui touchent particulièrement, en fait, les femmes, d'avoir une conf qui met de l'importance à ces sujets-là, en fait. Ok. Tu l'as dit, la place est peu chère par rapport à d'autres confs, mais quel est votre secret? Quel est le budget du DevFest? Et comment vous faites pour garder les places accessibles? Alors Gérard, peut-être, qui a le chéquier. Globalement, on essaye de mettre un maximum du budget dans la partie recettes, du coup, au niveau des prix des partenaires. Donc, en fait, les prix des partenaires sont dimensionnés de sorte à ce que, pas totalement, mais quasiment entièrement, on puisse payer les frais du DevFest. Là où, du coup, la partie billetterie va représenter un très faible pourcentage finalement au final sur le prix de l'événement. Donc en fait c'est simplement ça, c'est juste dire bah ok c'est les partenaires qui vont qui vont payer parce que c'est globalement eux qui ont aussi généralement de l'argent plutôt que les partenaires plutôt que les participants pardon qui peuvent être du coup de tout horizon, qui peuvent être des étudiants qui n'ont pas forcément énormément d'argent à mettre dans ce genre d'événement, des personnes en reconversion aussi,
comme le disait Fanny, des femmes qui viennent peut-être de loin, donc de Paris, mais peut-être de plus loin encore. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre la partie participant la plus accessible possible. Ça fait partie aussi de cette démarche d'accessibilité. Et du coup, mettre tout le reste sur la partie partenaire. Mais une conférence, c'est toutes les conférences de France ont tous leurs stands, leurs sponsors, et pourtant, quand tu es participant, bah, tu dois passer à la caisse, quoi. C'est facilement 300, 400 euros ton billet d'entrée. En plus, maintenant, vous êtes à l'île Grand Palais, vous êtes sur 2 jours, il y avait une soirée qui était sympa, où on pouvait boire un verre et c'était aux frais de la conférence. Euh, Ça reste pas cher. C'est quoi qui fait la diff pour vous? C'est qu'on est globalement une association. C'est-à-dire qu'en gros, on se rémunère pas suite à l'événement, chose qui peut être le cas pour certaines autres conférences, qui du coup dans l'organisation a une entreprise événementielle derrière, qui doit faire du profit et qui du coup va augmenter le prix des billets pour se rémunérer aussi. Ça veut dire que pour toi, vous êtes moins pro ou moins quali sur certains trucs? Non, pas forcément, parce Je pense que que c'est le contraire, hein. je pense, sans, sans, sans jeter la pierre sur d'autres conférences, Non, mais bon. je pense pas forcément, c'est juste qu'en gros, comme nous, on se rémunère pas, on va mettre tout l'argent qu'on récolte, soit du coup dans le DevFest, soit dans les meet-ups qu'on pourrait continuer à faire. Ou soit Donc on réinvestit dans dans la l'événementiel. préparation de l'année d'après aussi. Exactement, exactement. On essaye d'avoir une petite marge à chaque fois qui nous permet de démarrer correctement l'année suivante. Mais Pour- j'ai une réflexion moi, sur ce sujet-là que je me suis faite cette semaine sur qu'est-ce qui intéresse. Enfin, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose de se dire bah, finalement, là, on a un niveau quand même assez professionnel, on fait beaucoup de choses, on est très en avance sur l'écologie, l'accessibilité par rapport à d'autres conférences françaises. Pourquoi on se rémunérerait pas? C'est des questions que je me suis posées. Et puis, il y a une réflexion que je me suis faite la semaine dernière, c'est de me dire, bah, en fait, si jusque maintenant, on avait été des salariés, si on avait été rémunérés pour ce qu'on faisait, eh bien, en fait, la motivation n'aurait pas été la même. Là, tout ce qu'on a fait jusque maintenant, c'était des motivations qui venaient de l'intérieur, quoi. C'était vraiment des trucs, quand on s'est dit, bah, on va travailler sur l'écologie, ça venait de nos tripes, et c'était sur notre temps perso, et du coup, je trouve que la motivation est juste pas du tout la même que quand on se dit, bah voilà, en fait, aujourd'hui, c'est ma journée où je travaille sur le DevFest, puis je vais faire mon boulot, tranquille, tac, 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 et voilà. Et quand une motivation vient vraiment de l'intérieur, je trouve qu'on se démène encore plus et on arrive potentiellement avec plus d'idées, on va peut-être plus loin que quand c'est juste un job où on va calquer un peu alors, je suis caricaturale, mais calquer un petit peu ce qui se fait toujours et puis refaire toujours le même modèle, quoi. Alors, on va prendre un exemple. Charlotte, je crois que tu t'es occupé J'ai vu sur LinkedIn que votre prestataire de buffet t'avait remercié chaleureusement de l'organisation. Euh, il me semble avoir vu passer un truc comme ça. Est-ce que vous pouvez me parler, par exemple, du traiteur, quoi, du traiteur, de la gestion, du choix, de comment vous le challengez? Parce que c'est un des trucs qui est un petit peu atypique du DevFest, comparé aux autres conférences. Donc, comment ça se passe, quoi? Juste, Alors, Charlotte, c'est le prénom aussi de la chef de projet côté consignerie, donc du coup du ah, traiteur. Excuse-moi, quand on remercie Charlotte de la consignerie, on remercie toutes les Charlottes. De toute façon. navré. Donc le DevFest Lille depuis, en fait, on a commencé il y a 3 éditions quand on était encore au Kinépolis. La consignerie, qui est la société avec laquelle on travaille, avait géré que l'apéro le vendredi soir. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait juste les boissons et les biscuits apéro et le cours, Et le la feeling. journée aussi, hein. Non, pas la Si, journée. la journée, il Le y avait une feeling caisse. n'était non pas la journée. Le feeling n'était pas, il était très bien passé. Et, euh, et au moment du switch de lieu l'année dernière, idée un petit peu folle, on s'est dit, tiens, si on changeait de prestataire aussi au niveau de la bouffe. Et donc, on a pris la consignerie pour l'entièreté du traiteur, en fait, pour toute la journée, du petit déjeuner, des boissons en libre Mais les service, boissons, c'était déjà en libre Oui, service oui. au Kinépolis. Ils ont livré toutes les boissons. Le traiteur, les boissons, les goûters, tout ça. C'est là sur 2 jours. Donc la consignerie, c'est une société B2B lilloise qui propose
des repas ou en tout cas des, comment on peut appeler ça? Tout consigné, que ce soit Des, boisson des éléments consignés ou pour de repas. milieux professionnels, que ce soit voilà, à manger ou à boire. Et nous, et franchement, nous, maintenant, on se pose même plus la question. Le DFS Lille, sans la consignerie, en tout cas moi, peut-être que mes comparses diront le contraire, mais le DFS Lille sans la consignerie, c'est plus le DFS Lille, quoi. On se pose même plus la question. Et le fait de travailler avec la consignerie, c'est venu justement d'une motivation d'un bénévole de l'équipe, qui est Arnaud, qui est toujours présent le jour J pour nous aider, qui était vraiment beaucoup dans ces réflexions-là, déjà d'un point de vue perso, de travailler, enfin d'avoir chez lui du consigné, de faire du zéro déchet, etc. Et du coup, il a eu la motivation de ramener ça aussi sur un événement, et on a commencé à réfléchir à ça, et c'est lui qui a trouvé la consignerie. Alors, pour anecdote, il y a 7-8 ans, quand on a organisé le premier DevFest, on savait pas quoi. Donc, c'était pas non plus 7-8 ans. Les consciences évoluent vraiment très vite. Faut quand même Est-ce que s'en tu rendre te compte. rappelles, Ludo, du premier repas au premier DevFest Mais carrément, on avait c'était mon traiteur de ma campagne qui ramenait le pâté, les cornichons. exactement. Donc c'était un buffet traiteur de campagne avec du pâté. On avait prévu des quantités astronomiques pour les 200 personnes de la conférence. Et à la fin de la conférence, on avait une armée de nourriture qui nous restait. Tout le monde se regardait, on était tous gênés. Et on était allé tout donner au resto, je me souviens. Ouais, au Resto du Cœur. Ouais. Jean-Baptiste Lebas. Ouais. C'était... Ouais, on apprend. Et à l'époque, on se disait pas que faire un DevFest, on pouvait offrir des repas végétariens, tu vois. Est-ce que tu avais l'idée, est-ce que tu imaginais que 7 ans après, on serait zéro déchet, tout ça, avec 1500 personnes, sachant de où on part? Et je sais Moi, même pas, personnellement, je suis même pas sûr que la consignerie existait à l'époque. je pense pas. Non, on en a parlé avec eux, ils sont créés après. Donc, C'est allé, mais tellement vite dans les consciences, et c'est vraiment chouette. Et je suis, moi, à titre personnel, épaté de voir que la conférence évolue aussi dans sa conscience, quoi. Donc, bravo à vous pour ça. Pour revenir un petit peu à ta question précédente, juste pour donner quelques chiffres, le DevFest, le budget 2024, Ah oui, 350 000 euros. Parce qu'en bon trésorier, il a pas lâché les chiffres. 350 000 euros. Tu as indiqué que le billet était pas cher. En effet, c'est 40 euros pour une journée ou 80 euros pour les 2 jours. On a fait très compliqué. Hein. On a fait un x2 pour 2 jours. Et je relis le budget devant vous. C'est que le prix par participant réel sur 2 jours, c'est plus de 300 euros. Ok. Donc en fait, les participants et participantes payent 80 euros pour une prestation, j'aime pas le terme prestation, mais en tout cas pour un coût de revient pour nous qui est de plus de 300 euros. Ok. Sans salarié, sans rien. Voilà, tout à fait. Ok. Juste avec des prestataires. Donc vous avez la consignerie, principalement. Vous avez aussi le messageur. Vous pouvez en toucher un mot, Ça peut-être. aussi, c'est une idée d'une bénévole, c'est Magda, je crois, non? Oui. Magda Lena, qui était bénévole dans l'organisation il y a plusieurs années, il y a 3-4 ans peut-être, qui avait initié le sujet. On a mis en place le messageur quand on était encore au Kinépolis. Et maintenant, c'est comme la continuerie, hein, maintenant c'est logique d'avoir le messageur tous les ans. Donc le messageur, pour ceux qui connaissent pas, c'est une société. Alors je sais pas de où. C'est lillois, je sais plus. Je sais pas leur provenance, mais en tout cas qui propose la retranscription textuelle des conférences en live pour les personnes malentendantes. Comment ouais, je sais que c'était pas lillois, c'est rennaise. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a brainstormé à ce moment, on n'a pas brainstormé, on a un petit peu regardé ce qui existait à ce moment-là quand on se posait la question de faire la transcription. Et donc il y avait d'un côté des solutions purement automatisées, sans humain derrière, qui faisaient de la transcription, et les résultats étaient pas terribles, surtout avec du contenu purement tech. Et puis, en face, on avait au contraire des solutions qui étaient, il y a un humain qui retranscrit tout à la main, etc.
et qui fonctionnait très bien, mais qui était aussi beaucoup plus cher. Et le Messenger, ils sont un petit peu sur un entre-deux, en fait, où ils ont une transcription qui est automatisée, mais un humain qui, en direct, en fait, la retravaille. Et l'humain en direct n'est pas sur l'île. Et l'humain en direct, voilà. Et à distance, on lui retransmet le flux audio seulement. Et sur la base du flux audio, et puis on demande aux speakers en amont de partager leurs slides, de partager des mots techniques et la prononciation à côté pour fluidifier et faciliter la transcription. Ok. Juste à partir du flux audio, ça doit pas être un exercice facile. Ah oui, c'est ce que je me dis à chaque Alors, fois. pour vous rassurer, ils font alors c'est peut-être pas le bon terme traducteur, mais un retranscripteur, retranscripteuse. Ne fais pas ça toute la journée, hein. Il y en a plusieurs qui ont tourné parce que faire ça toute la journée, personnellement, je pourrais pas, Ça moi. doit être fatigant, hein. Et ce qui est cool avec le Messenger, c'est que, enfin, avec la retranscription, c'est que ça a donné des idées à d'autres conférences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Messenger n'est plus le prestataire uniquement du DFS Lille, mais il y a aussi d'autres conférences. Il me semble, je les ai plus toutes en tête, mais il me semble que le Nantes. DFS Nantes est Ouais, maintenant non, t'es aussi passé par là, ouais. avec le Messenger. Il y en a d'autres qui sont passés avec le Messenger. Et après, il y a encore d'autres conférences qui ont voulu aussi faire le travail de retranscription sans passer par le Messenger et plutôt par des voix automatiques. Et les retours sont globalement mauvais parce que, comme le disait Fanny, ça a parfois du mal à retranscrire notamment des mots techniques. Et parfois, ça peut aussi donner quelques dingueries en termes de transcription qui sont pas forcément adéquats, on va dire, si j'en prends des mots corrects. Donc, c'est passer par au moins un humain encore aujourd'hui, parce qu'on se pose la question quand même, hein, on voit les IA qui évoluent énormément et on pourrait se dire qu'un jour, peut-être qu'on en aura vraiment plus besoin, on n'y est pas encore et finalement on est un peu content aussi de pas encore y être parce que tout comme la consignerie, on aime bien le messenger et on aime bien le fait qu'un humain ait le regard un peu sur tout, que tout soit bien, correctement retranscrit, etc. Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas prêt et je pense pas que c'est prêt d'être. Enfin, je pense pas que ce sera prêt tout de suite. Donc, tant qu'on peut continuer, ça restera probablement le Messenger au DFS Ok. Lille. Donc vous avez dit, c'est principalement aux 2 tiers les sponsors qui payent la conférence, finalement. C'est quoi un bon sponsor et c'est quoi un mauvais sponsor pour vous? Parce qu'il y a quand même pas mal de stands et, euh, et je sais qu'il y a un effort aussi, même dans la mentalité, qui a été fait ces dernières années, une évolution dans l'approche des sponsors et de la conférence pour que ils essayent d'adopter la même démarche que vous. Je sais que les sociétés, ça peut être souvent les sociétés de services qui vont vous accompagner, même si honnêtement c'est quand même cool parce qu'il y en a certaines qui vous accompagnent depuis le début et qui nous ont appuyés dès les premières éditions. Mais c'est quoi le sponsor rêvé pour vous et qu'est-ce qui vous plaît sur un stand? Qu'est-ce que vous attendez quoi? Euh, alors, peut-être déjà définir des règles sur comment on peut venir sponsor au DFS Lille. C'est pas du copinage. On choisit pas les sociétés qu'on aime bien, etc. C'est premier arrivé, premier servi. Certaines sociétés ne nous croient pas, mais c'est absolument ça, hein. On a un formulaire et on regarde l'heure d'arrivée, et voilà, c'est juste ça. Pour On a... certains même, on a dû donner l'horodateur à laquelle ils ont soumis pour qu'ils comprennent à quel point, enfin, que c'était pas du copinage. C'est genre, on leur disait, bah voilà, telle entreprise a soumis à telle date et telle heure, telle minute très précisément, parce que l'année dernière, on avait vendu les packs ultra rapidement et une bonne partie des sponsors ne croyaient pas que il y avait pas un peu de copinage derrière, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Quota. Les quotas, tout à fait. Un peu moins cette année, parce que cette année, je pense qu'elle a été une année compliquée pour tout le monde. Mais normalement, notre quota, c'est 50% ESN, société de service, 50% autres. Je pense que depuis qu'on a mis cette règle, c'est la première fois qu'on déroge à cette règle, parce que trouver des sponsors cette année a été un tout petit peu plus compliqué. Mais grosso modo, on a dû être à 45-55. Pourquoi on fait cette règle-là? Parce que si on a que des sociétés de services le jour J,
Ça va embêter tout le monde, ça va embêter les participants, ça va embêter les sociétés de services, ça va embêter les organisateurs, ça va embêter tout le monde. Et le but, c'est que ça soit un événement qui fasse plaisir au maximum de personnes. Donc on a défini cette règle, je ne sais plus de combien de temps, mais en tout cas, on avait défini cette règle. Voilà. Le premier topo pour définir comment on peut devenir sponsor, il y a pas. On m'a déjà posé une question une fois. Est-ce qu'il y a une soutenance à faire? Ah non, il n'y a pas de soutenance à faire. Tu postules et puis c'est tout, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce qu'un bon sponsor? C'est une expérience de l'année dernière. Je pense que Fanny va deviner rapidement. C'est un sponsor qui suit notre démarche, en tout cas, de réduction de l'impact environnemental de l'événement. Depuis des années, je sais pas, il y a plusieurs années, on avait des thèmes tous les ans. On a eu un thème série télé, on a eu un thème voyage autour du monde, on a eu un thème je sais plus quoi. Où franchement, le jour J, c'était le feu, quoi. Les stands, ils ont joué le jeu, c'était. Mais bref, en termes de déchets et tout ça, au bout d'un moment, ça correspondait plus à notre vision des choses. Donc on a arrêté ça et pour nous, premièrement, un bon sponsor, c'est quelqu'un qui suit notre vision dans cette démarche-là et qu'il évite de produire des déchets pour rien, pour le jour J. Et d'année en année, j'ai l'impression, peut-être que mes comparses diront le contraire, ça s'améliore un petit peu. Non? Si, je suis d'accord. Ouais, On ouais. les entend réutiliser des stands, ils éditent plus de goodies pour le jour J. Voilà, après tous les ans, on a des petits détails qui nous font un peu tiquer. Une fois, on m'a dit, une personne sur un stand ne savait pas, je pense que je faisais partie des organisatrices à l'année, et elle me dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier avec l'écologie. Et là, je l'ai regardé avec un grand sourire, je lui ai dit, bah, c'est en partie moi qui ai mis en place tous ces trucs-là. C'est le genre de choses qu'on ne veut pas. C'est des choses qui nous font un petit peu tiquer. Après, les sponsors, on a un relationnel assez facile avec eux parce qu'ils nous connaissent, parce que la métropole lilloise est assez petite, parce qu'on a tous travaillé de manière directe ou indirecte avec les différentes personnes. On commence à se connaître, donc dès qu'il y a une problématique, un sujet, une question, voilà, on se pose pas de questions. Mais honnêtement, c'est l'une des raisons, ces sponsors-là, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis sorti du DevFest en ayant envie de créer un podcast. Je me suis dit, il y a quand même plein de boîtes là qui sont en train qui existent, qui sont à Lille, qui font plein de trucs différents et qui ont leur cœur de métier et ils viennent et ils sont fiers de présenter ce qu'ils font. Et c'est ça l'écosystème tech lillois, quoi. Il y a plein de meet-up qui existent chez ces gens. Il y a des personnes hyper pro, tu l'as dit, on les connaît tous, hein, on a tous un petit peu travaillé chez eux. Et cet écosystème, il répond présent au DevFest et je trouve ça vraiment chouette, quoi, avec ce mélange de SN et d'entreprises locales de toute taille d'ailleurs. C'est vraiment. C'est le retour qu'on a. C'est le DevFest, en plus de voir des cons, de faire de la veille, ça pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis un an, depuis le DevFest de l'année précédente, de se retrouver, de discuter, de papoter, de réseauter. C'est le rendez-vous annuel, en fait. Les gens se revoient une fois par an, et ils se revoient au DevFest, quoi. C'est parce que toi, tu connais tout le monde aussi au DevFest, tu dis ça. Non, mais non, c'est des retours que j'ai de personnes que... Oui, je sais. C'est pas forcément le cas de tout le monde, je pense. L'une des nouveautés aussi du DevFest cette année, c'était donc aussi la fameuse soirée du jeudi soir. Alors, qui a eu cette idée? Comment ça s'est passé? C'était ma motivation pour passer sur 2 jours. Alors après, ils voulaient tous passer sur 2 jours l'année dernière. Sa seule et unique motivation, je tiens à te baptiser. Voilà. Après, bon, je pense que tout le monde était motivé, mais pour une soirée, on est tous motivés. Si on faisait pas de soirée, on faisait pas 2 jours, quoi. Ouais. Puis il fallait un karaoké, absolument. Enfin, c'était en nécessaire. fait, on a vécu ça avec Fanny il y a plusieurs années. On a eu l'opportunité d'aller voir les conférences Google à San Francisco. Il y a toujours une grosse soirée la veille de la conférence où tu rencontres la communauté, tu parles, tu as des food trucks, tu papotes, etc. Et moi, personnellement, on l'a fait 2 fois ou 3 fois, je sais plus. J'en garde
un souvenir, je pourrais même pas le dire, quoi. C'était un très bon moment et on voulait mettre ça en place sur l'île pour qu'on mette de côté notre casquette professionnelle, le casquette bien rangée de nos sociétés de services ou de nos boîtes et qu'on se voit une soirée, On se déguise et on chante le Roi Lion. qu'on se déguise et qu'on chante le Roi Lion et puis voilà, quoi. Ou les corons. Ou les corons, Ouais. c'est ça. Bon. On va parler un petit peu dans la lignée de tout ce qu'on a dit là. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand le Devfest a commencé, il y avait donc le fameux call for paper, où on essaye de trouver des speakers qui sont pertinents, qui sont chouettes. Alors souvent, on est un petit peu accusé de copinage, un petit peu comme les sponsors, hein, de retrouver tout le temps les mêmes speakers dans la conférence. L'une des particularités du Devfest, c'est que il y a un mélange de conférences tech et de conférences un petit peu engagées quand même sur différents sujets. Donc comment est-ce que ça se gère un call for paper où vous avez une ligne éditoriale? Parce que, en plus, il me semble, dites-moi si je me trompe, mais vous avez des reviewers externes qui viennent noter les conférences qui sont proposées. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire un mélange de tout ça pour avoir une line-up comme ça sur 2 jours avec des conférences et quand même des petits messages qui sont passés à gauche à droite, quoi. Qui veut répondre? Je peux. Je pense que c'est aussi le fruit du travail de plusieurs années à mettre des keynotes engagées et prendre quelques sujets où il y avait des messages assez forts. En fait, il y a eu parce que là, on a vu quelques sujets qui étaient engagés, mais dans le CFP, on en a vu plein. En fait, il y en a plein sur le Green IT, il y en a eu plein sur la place des femmes et des minorités de manière générale dans la tech. Et je pense que c'est aussi le fait de mettre en avant cette chose-là, le fait que les conférences elles soient sous-titrées, le fait que ce soit un événement où on essaie de réduire au maximum nos déchets, qui fait que les gens vont aussi proposer plus de sujets comme ça. Parce qu'il y en avait au final pas mal quand même. Et je pense que aussi les gens, de la même manière, les gens qui se proposent pour review les CFP, enfin le CFP du coup, parce que pour le coup on change tous les ans, on propose tous les ans à 4-5 personnes en général de nous aider à review les entre 400 et 450 propositions de talk. Et je pense que les gens qui s'intéressent aussi à l'événement, ils savent un peu tout le cœur qu'on met dedans et je pense qu'ils se retrouvent aussi là-dedans. Ok, donc ce que tu dis, c'est que finalement, c'est juste la conséquence de ces dernières années. Les gens sont contents de proposer des sujets engagés et que vous n'avez plus qu'à piocher dans le CFP, quoi. Il y a pas de, vous n'allez pas chercher des gens spécifiquement pour présenter telle ou telle conférence. Seulement les keynotes. C'est les seules conférences qu'on va chercher. Par Félicitations. contre, on va essayer d'être actif sur ce que disait Fanny un peu plus tôt, auprès des meet-up des femmes notamment, pour les inciter à soumettre dans le CFP. Donc elles n'auront pas forcément plus de chance quand on va faire la délibération, mais on essaye il y ait plus de femmes représentées dans le CFP, parce que mathématiquement, s'il y a plus de femmes qui soumettent dans le CFP, il y a plus de chances d'avoir une femme en tant que speakeuse à l'événement. Et c'est notamment pour ça, on avait presque réussi cette année. En fait, cette année, dans la première version de l'agenda qu'on avait validé entre nous, on avait 50% de femmes et 50% d'hommes à 1% ou 2 près. Malheureusement, il y a eu des désistements qui ont fait qu'on a tiré plus vers la jante masculine que la jante féminine, mais on avait presque eu le 50-50 et c'est parce que on a essayé d'inciter plus de femmes à soumettre dans le CFP. On n'a pas fait de discrimination positive. Et je sais que justement, il y a des femmes qu'on est allé chercher de bouche à oreille pour postuler. Et puis après, elles disent, bah, j'ai été prise, mais c'est parce que une telle elle m'a dit de postuler, etc. Et puis non, en fait, après, on se base sur la note des obtenues par les reviewers. Et puis voilà, hein, souvent, en général, les conférences qu'on sélectionne, elles ont plus de 4 sur 5. Et donc, toutes les conférences ont plus de 4 sur 5 et il n'y a pas de discrimination positive. En travaillant justement sur avoir un
un nombre représentatif de speakers qui postulent, on bah, on n'a pas besoin de faire discrimination positive. Et c'est un truc qu'on a essayé de chiffrer cette année, de se dire, bah voilà, l'année précédente, on avait, je crois, 17%, on a calculé, on avait 17% de femmes qui avaient postulé. Alors, biais ou pas, moi je trouve que les propositions des femmes sont souvent beaucoup mieux travaillées que celles des hommes. Je peux vous dire que des fois, on a des propositions, c'est juste 2 phrases, pas de biographie, et démerde-toi et prends-moi. Donc, et je suis désolée, mais souvent c'est des hommes. Je peux me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, en chiffrant ces 17%, on s'est dit, bah, comment on fait pour faire mieux. Qu'est-ce qu'on change? Parce que jusque maintenant, ce qu'on faisait, c'était aussi de se dire, bah tiens, telle speakeuse, ça serait bien de lui envoyer un message. Et on restait sur le réseau de speakeuses un peu connues. Et donc, c'est parti un petit peu de là, de se dire comment on se bouge, qu'est-ce qu'on fait en plus pour qu'on augmente ce pourcentage. Donc, on est allé dans des meet-up. On a aussi fait chacun de notre côté une liste de 10 speakeuses. Chaque orga a fait une liste de 10 speakeuses qu'on ne connaissait pas. Donc, on est allé chercher sur des pages de meet-up existants, sur YouTube, sur Twitter, etc. Mais des speakers qu'on ne connaissait pas, qu'on est aussi allé suggérer, voilà, qui on On a a invité. suggéré de postuler au CFP. Donc, voilà. Ok. Donc, mais c'est un message qu'on entend depuis des années. Le côté, il faut aussi avoir une démarche active et c'est pas magique. Il suffit pas d'être bienveillant, hashtag bienveillant pour euh, pour que les personnes postulent quoi. Ça suffit pas. Bah, c'est tout à fait impressionnant. Vous avez je voudrais quand même vous demander à tous, pourquoi vous l'avez dit, ça vous prend beaucoup de temps. Alors déjà, est-ce que vous l'avez chiffré ça? Parce qu'on n'aime pas trop les chiffres, on est tous développeurs là. Mais est-ce que vous chiffrez? Vous n'avez pas une petite fiche d'imputation chez vous là où vous comptez le nombre d'heures que vous passez pour le DevFest? Ça serait ma première question. Et la deuxième, c'est, tu l'as dit, si tu étais salarié, tu penses que tu perdrais un petit peu la raison du pourquoi je le fais. Mais alors, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Alors, qui veut se lancer? Alors est-ce qu'on traque notre temps des Festly? Moi personnellement, j'aurais dû le faire, je ne le fais pas. On le fait pour tous nos clients. Donc, On le fait pour tous nos clients, donc j'aurais pu le faire pour le Defestyle, hein, mais malheureusement je l'ai pas fait. Mais c'est sûr que nous, en tant que freelance, bah, moi et Fanny, c'est sûr que le temps sur lequel et en plus on a 2 enfants, moi, comme Gérard aussi, hein, sur le temps qu'on travaille pour le Defestyle, de temps en temps, c'est sur notre temps travaillé en journée, donc on ne gagne pas d'argent, on justement. facture moins, etc. Donc voilà, ça a un coût indirect pour notre activité. Mais pour répondre à ta première question, moi personnellement, je ne traque pas mon temps pour le Dev Fest Lean. On a de la chance que c'est notre 7e édition et que ça commence à rouler, pas tout seul, mais on a nos automatismes. Donc ça prend, même si on est passé de 200 personnes il y a 8 ans à 1500 personnes cette année, ça, je pense que ça prend beaucoup moins de temps qu'il y a 8 ans pour organiser ça. Et donc ça, c'est plutôt positif. Globalement, hein, c'était il y a 3 ans, il me semble. C'est plus ou moins dans la période Covid. Il y a une année où il restait plus grand monde à part Manu et moi. Et Fanny en moitié du temps. Et globalement, ce qu'on s'est dit, c'est ben, il va falloir automatiser un max de choses parce que sinon, ce sera pas possible de l'organiser le DFS de Lille. Et donc Manu, de son côté, il a remis sur pied un projet qui s'appelle CMS for Partners, qui permet de faire la gestion des partenaires. Donc que ce soit à la demande du partenaire pour être partenaire de l'événement, jusqu'à la facturation, la signature de la convention, on a mis aussi tout ce qui est communication sur les réseaux, etc., etc. Donc vraiment tout le processus des partenaires. Et de mon côté, c'était toute la partie back-end qui va venir importer tout ce qui a été sélectionné dans Conference Hall, donc l'outil qu'on utilise pour le CFP, pour pouvoir concevoir l'agenda et qui va alimenter à la fois le site web et l'application mobile. Chose qui n'existait pas avant et qui du coup, bah, il y a la toute première édition que moi j'avais fait en tant qu'organisateur du DevFest Lille, bah, les factures
Et les conventions des partenaires, je le faisais sur un Google Drive que je copiais-collais et que je m'assurais que le numéro de facture était bien différent du Incrémenté. précédent, etc., incrémenté, etc., que les nouvelles, que les montants étaient bien les bons d'un partenaire à l'autre et d'un type de partenaire à l'autre, etc. C'était, je me rappelle, j'ai une édition Insupportable. c'était insupportable. C'est une édition, je n'ai fait que ça quasiment et je n'en pouvais plus. En fait, c'était quelque chose que je voulais plus faire. Et globalement, maintenant, ce qu'on se dit chaque année, c'est qu'est-ce qui peut être automatisé, qui nous prend beaucoup de temps et qui pourrait être automatisé pour la fois prochaine, pour que ça roule encore mieux pour la fois prochaine. Bon, on retrouve un petit peu la touche développeur là, qui ressort un C'est petit ça. peu. Mais comment ça s'apprend ça? Comment on apprend à gérer une association avec 400 000 euros de budget annuel et puis des fonds qui rentrent, des factures à payer, des suivis, du personnel, des sous-traitants, des volontaires. Ça s'apprend sur le tas et puis on verra bien ou Ça s'apprend par l'expérience des autres, essentiellement. Globalement, il y a Manu qui est là depuis quasiment le début avec Fanny et qui ont une connaissance de ouf de par l'historique qu'ils ont au sein de l'organisation. Et donc, moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé, je harcelais Manu et Fanny de questions pour savoir quelle était la meilleure manière de faire dans telle ou telle situation. Et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, alors moins que la toute première année, mais que je fais encore aujourd'hui. Et globalement, c'est ça, parce qu'en fait, personne n'est préparé à l'organisation d'un si gros événement comme ça sans préparation. Donc c'est parce qu'il y a des personnes qui sont historiquement présents au sein de l'organisation, qui ont l'expérience de ça et qui ont vécu les différentes phases, qu'on peut encore aujourd'hui recruter de nouvelles personnes. Donc pas cette année-ci, mais l'année précédente, on a eu Charlotte qui nous a rejoint et C'est toi qui qui l'as fait avec arrive. Charlotte, justement. C'est toi qui avais beaucoup passé de temps à Charlotte, à lui Oui, dire et ben, comment du faire coup, les choses. exactement, j'ai transmis à Charlotte ce qu'on m'avait transmis à l'époque. Et globalement, Charlotte qui arrive, qu'on est déjà à l'île Grand Palais, qu'on est déjà quasiment, l'année passée, c'était 800 ou 900 personnes, j'ai plus les chiffres en tête. 1200. 1200, bah voilà, encore plus. Bah, globalement, Charlotte, elle peut pas se dire, enfin, elle peut pas, la connaissance peut pas lui tomber du ciel, quoi. Il faut que quelqu'un lui transmette cette information. Et donc, du coup, bah, effectivement, j'ai beaucoup transmis à Charlotte. Manu a sans doute dû aussi transmettre un petit peu. Et puis, bah, en fait, on roule notre boss comme ça, quoi. bon, mais je te coupe, c'est intéressant. Charlotte, pourquoi il y a 2 ans tu les as rejoints et c'est quoi ta motivation du truc? Elle se faisait chier. Euh, pas- non, je me faisais pas chier du tout. Je me fais pas du chier, mais en fait, bah, j'aime bien l'idée de participer pour la tech, surtout pour un événement comme ça, auquel j'avais déjà participé. Je trouvais ça chouette et je me disais, bah, moi, pour le coup, j'avais fait de l'associatif quand j'étais pendant mes études et c'est quelque chose qui me manquait pour le coup, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire. C'est quelque chose que je fais aussi partie d'une association avec des copains où on fait des productions audiovisuelles. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien en soi, mais vraiment des événements, j'en faisais plus. Et puis en plus de ça, on sortait du Covid où on avait vu personne et j'étais là en mode j'aimerais bien retrouver ce truc-là. Et du coup, j'avais la chance de travailler avec Gérard et de pouvoir me dire bah tiens, t'as l'air d'organiser un événement, si c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, il y a une petite place pour moi. Et du coup, je suis un peu arrivée comme ça. Et, euh, et ouais, après, j'ai appris sur le tas parce qu'un événement comme ça, enfin, gérer du B2B, parce que c'est ça, enfin, gérer des prestataires, des choses comme ça. Enfin, j'avais fait un peu d'événements, mais à une échelle bien moindre avant. Et du coup, là, c'est un peu particulier, mais tu apprends sur le tas et ça se fait bien parce que c'est des gens qui ont envie de transmettre aussi. Mais tu dis que tu as fait de l'associatif à côté, donc tu connais aussi toutes les galères de l'associatif. C'est justement des personnes qui s'inscrivent et puis 2 semaines plus tard, ils se disent bah en fait non, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, je m'entends pas avec les gens, Et en fait, ils te le disent pas en plus. non, ouais, ils disparaissent. Mais c'est la vie des associations, c'est comme ça quoi. On fait avec, hein. On le sait en tout cas. On le fait avec, mais c'est pas facile à vivre, je Ah oui, trouve. ça doit être pas facile à dire, ça c'est sûr. Au départ, on démarre avec des gens. On a eu des gens qui sont venus, qui sont partis, mais tu démarres avec des gens et tu sens qu'il y a une motivation, surtout après l'événement. Après l'événement, on a toujours plein de gens qui sont là. Oh, c'est trop bien, parce que nous aussi, on est super excités, en fait. Et on veut garder cette excitation qu'on a et tous les feedbacks qu'on a le jour J qui font que c'est hyper stimulant. Mais après coup, eh ben, quand le boulot reprend, la petite vie de famille ou les habitudes avec les copains, les sports, les assos, c'est un petit peu plus compliqué
de trouver de la motivation, 1 heure par semaine, en moyenne, hein, pour travailler sur la sauce, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est ça qui est parfois un peu dur à vivre aussi. C'est pour ça qu'on a réduit, à l'époque où tu étais encore, je crois, Ludo, dans l'orga, on était une grosse équipe et on a vite, je sais plus si t'étais déjà parti ou pas, mais on a vite remarqué que plus l'équipe est importante, moins ça marche bien. Et on voulait aussi à chaque fois que tout le monde participe aux Voilà, prises de c'est ça, décision. c'est ça. Et ça faisait que pour prendre une décision, on attendait que tout le monde mette un plus ou un moins sur Slack, et donc on pouvait attendre 1 semaine, 2 semaines avant de prendre une décision, et c'était très long. Donc là, on a on a des orgas un petit peu fil rouge, où notamment Maxime, j'en oublie, Romain, etc., où on donne des tâches à faire dans l'année, etc. Mais dans l'équipe core, on a limité au maximum le nombre de personnes pour que ça soit le plus efficace possible, pour qu'on ne perde pas de temps sur notre temps libre à prendre des décisions qui ne devraient pas prendre 3 semaines pour la prendre, quoi. Ok. Gérard, toi, pourquoi tu les as rejoints? Post-Covid aussi? Non, en fait, moi j'ai pas rejoint directement le GDG Lille. Avant, j'étais orga du Lille Android User Group, et je me rappelle, j'avais une discussion avec Fanny parce que j'étais curieux à ce moment-là de l'orga du DFS de Lille, et elle m'avait déjà proposé à demi-mot de rejoindre l'orga du DFS Lille, mais je lui disais bah c'est un peu trop gros pour moi. Je veux d'abord essayer d'organiser des petits meet-up, et après on verra pour organiser un événement comme le DFS de Lille. Et je sais plus ce qui a fait des clics, mais à un moment donné, en fait, j'en avais assez de l'orga de meet-up. Android. Non, On va non, mettre un essai d'Android. non, 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 c'est juste que bah, j'avais fait le tour de l'organisation de meet-up, et je voulais participer à l'orga d'un événement de la taille d'un DFS, et donc du coup, bah, je pense que j'ai sans doute dû recontacter Fanny pour lui dire, bah, est-ce que c'est toujours possible, et ça a dû se faire comme ça. Ça fait 3 ans, et moi je me rappelle plus déjà ce que j'ai mangé hier, donc j'ai plus les détails en tête, mais ça a dû se passer comme ça. Mais alors, sur le côté meet-up, parce qu'on vient, bah, en tout cas, Manu, Fanny et Gérard, on vient du monde des meet-up, qui a un peu disparu, j'ai l'impression. Il y a quand même encore une communauté qui essaye d'être la plus active possible en fonction de ses besoins, de ses moyens sur l'île, mais qui s'est quand même vachement réduit par rapport à l'avant Covid. Bah, par exemple, vous en organisez plus, il me semble. Non. Très peu. Vous pensez quoi de cette tendance de... En fait, comment les devs ils doivent se retrouver pour vous aujourd'hui? Il y a un événement qui est attendu une fois par an, c'est le DevFest. Tout le monde est hyper content de se retrouver. Et quid du reste de l'année? En effet, il y a beaucoup de moins de meet-up qu'avant, mais avant, il y avait trop de meet-up déjà. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque pré-Covid, on pourrait se faire des meet-up 2 fois par semaine sur n'importe quel techno. Il y avait aucun souci pour trouver un créneau, quoi. Tu pouvais manger à l'œil toute la semaine. Et on pouvait manger à l'œil assez facilement. Moi, à mon époque, voilà, à cette époque-là, je trouve qu'il y en avait beaucoup trop. Donc moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y en a juste le nombre qu'il faut, je pense. Alors, en tout cas, dans l'écosystème, on est revenu avant la vague où on crée des meet-up à tir-larigot. Ok, il n'y a plus le GDG, mais il y a encore le Jug, il y a encore Front End Beers, Cheat Dev, il y a encore des meet-up, même si nous, personnellement, on y va moins souvent. En tout cas, il y en a encore à l'heure actuelle qui organisent des choses, et il ne faut pas hésiter à y aller. Mais ils sont Et pas pleins. ensuite de ça, il n'y a pas que le DevFest Lille aussi pour les développeurs, il n'y a pas que le DevFest Lille comme conférence sur une ou 2 journées. Il y a aussi Clone Nord en octobre je crois, pour plus les gens qui sont spécialisés dans le cloud. Il y a pas une conf sur la data aussi qui va se Il y a lancer. peut-être une conf sur la data qui va se monter. C'est pas sûr encore, mais Fanny en parle. Il y a un projet en tout cas, mais voilà. Pareil sur une journée, etc. Mais tu vas au Jug, il n'y a pas... Moi, je devais y aller ce soir, mais on enregistre un podcast. Mais il y a moins de monde aussi. Ils remplissent plus des 200-300 personnes comme Ouais, c'est avant. vrai. Après, il y a eu l'effet Covid, l'effet
les gens qui organisaient les meet-up, pour moi, ils avaient tous entre 30 et 40 ans. Entre 30 et 40 ans, en général, mais c'est pas une règle, hein, on a des enfants. Et du coup, ça change la perception, où on déménage, où il y a eu le Covid et on n'habite plus en plein centre et c'est plus aussi évident. Et je pense que, en tout cas pour nous aussi, ce qui fait qu'on fait plus de meet-up, c'est qu'on a 2 enfants depuis et c'est une organisation, en fait, de se libérer ce soir pour les meet-up. Notre temps libre, c'est priorisé. Donc, est-ce que je préfère pas aller courir ou faire du sport ou juste où j'ai pas du boulot à faire parce que je suis allée chercher les enfants de bonne heure et du coup, je peux pas aller au meet-up. C'est un petit peu ça aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi, il faut par contre qu'on soutienne les communautés potentiellement qui se créent et essayer d'amener des nouvelles énergies avec des nouvelles idées aussi. Nous, nos idées, là, on les met dans le DevFest. Et je sais que là, les ch'tis de dev, il y a des très bonnes idées qui arrivent potentiellement sur avoir de la garde d'enfants pendant les meet-up. Et voilà, ça brainstorm, ça se pose des questions là-dessus. Et moi, je trouve ça bien aussi qu'il y ait des nouvelles énergies qui viennent se poser les questions là. Et potentiellement, si on est là pour soutenir ce genre d'initiative, bah, c'est chouette. Mais ça m'amène d'autres Et questions. Excuse-moi, Gérard. là, je voulais juste compléter Fanny en disant qu'on les soutenait parce que aujourd'hui, enfin depuis l'année précédente, il y a un stand des communautés au DFS de Lille avec n'importe quel meet-up lillois qui veut être représenté peut venir quoi, peut être représenté et peut du coup tenir le stand avec les autres communautés quoi. Donc c'est la parfaite occasion de venir échanger à un événement aussi gros que le DFS Lille pour justement attirer de nouvelles personnes à leur meet-up pour que justement les faire à nouveau grossir euh, post-Covid du coup. Mais Fanny, si je comprends bien, ce que tu sous-entends un petit peu, c'est que la population Meetup la génération Meetup, appelons ça comme ça, a vieilli, a des enfants, et c'est plus trop peut-être dans notre préoccupation de sortir le soir pour aller à un Meetup. Bon, je, Et peut-être que c'est pas dans l'ADN de la nouvelle génération aussi. mais c'est ma Charlotte, t'es question. un tout petit, t'es plus jeune que Beaucoup plus t'es jeune. plus jeune que nous. Et je sais que toi, tu fais des Twitch. Il y a des choses que tu as dans tes habitudes de consommation de connaissances de médias qui est différente de la nôtre. Je sais pas si tu peux en parler, mais ou si tu es d'accord ou pas avec ce que je dis, mais il y a peut-être des habitudes qui sont aussi différentes de la jeune génération. Bah ouais, bah en fait, ça, j'ai pas connu les meet-up parce que moi j'ai commencé à travailler pendant le Covid. Du coup, j'ai pas eu le avant. Et du coup, j'ai découvert les meet-up un peu plus tard, mais au final, je connaissais. En fait, j'ai connu les grosses confs parce que bah, Decat me permettait d'y aller. Et au final, j'ai connu plus tard un peu les meet-up ou les choses comme ça, mais au final, je pense que j'ai passé plus de temps à regarder des émissions tech sur Twitch, effectivement, parce que c'est un format que je consomme déjà beaucoup de base et c'est un peu interactif, mais moins. Et si j'ai envie de juste écouter, je peux. Là où un meet-up, je me sens plus impliquée. Ça reste plus de l'écoute passive, mais enfin, je sais pas, c'est juste moi, comme j'ai jamais connu un peu cette effervescence avant d'aller boire des verres avec les gens, enfin après un meet-up, je connais pas et je sais pas quelle chose ça peut donner. S'il faut, ça me plairait de ouf, mais juste. Ouais, en fait, ça te plairait de ouf. Moi, j'ai fait genre non, mais les jeunes, ils aiment pas voir des gens. Mais c'est ça le truc, c'est qu'on y allait avec nos collègues, tu vois, sans vouloir faire le vieux, c'était mieux avant. Je suis désolé, mais il y avait vraiment un truc et pourtant il y a toujours eu ce débat à cette époque-là c'est dans la responsabilité de notre employeur de nous former. Et pourtant, on prenait le temps, en dehors du temps de travail, d'aller se former. Il y avait toujours cette espèce d'ambiguïté parce qu'on trouvait ça hyper cool. Et pourtant, bah, aujourd'hui, on a plus tendance à se dire que si on doit se former, c'est sur notre temps de travail, chose qu'avec le recul, je trouve plutôt saine. Il y a vraiment plein d'ambiguïtés. Mais la question que je voudrais vous poser derrière, c'est au DFS, il y a 1500 personnes qui arrivent et qui sont donc hyper contents d'être là et qui se parlent et toute une journée. Et c'est paradoxal parce que tout est filmé, tout est sous-titré et tout apparaît sur YouTube en moins d'une semaine. C'est quoi votre rapport à la captation de ce contenu et pourquoi aller au DevFest au-delà du stand et du relationnel? Qui veut parler d'Amstream? C'est une excellente question. Si on met de côté le relationnel, rencontrer des gens et tout ça, bah, c'est déjà de soutenir un événement local qui a des valeurs.
Parce que, OK, on peut faire un événement, il y a 50 personnes qui viennent, ça on peut faire, mais plus il y a de monde qui viennent à la conférence, plus ça, pour moi en tout cas, plus ça apporte de l'impact sur nos valeurs en termes de réduction de l'impact environnemental, d'accessibilité, etc. Je trouve. Oui, puis après, consommer une conférence derrière son PC tout seul en faisant 10 choses en même temps versus être dans une salle de conférence assis avec normalement si son téléphone est posé dans un coin que ça à écouter, c'est pas la même chose. Moi, je sais pas consommer des conférences à la maison, je sais pas le faire parce que je vais toujours avoir 36 000 choses à faire en même temps. Je vais écouter 10 minutes, je vais m'arrêter, tandis que là, bah, je me pose et je regarde. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui font pas ou peu de veille en consommant des vidéos, que leur moment privilégié, et ça je pense que c'est pareil dans toute la France, hein, leur moment privilégié pour faire de la veille, c'est leur conférence ou leur meet-up, en tout cas leur grosse conférence locale. Ils vont se dire, tiens là, je vais 2 jours au DevFest ou à n'importe quelle conf. Je fais pas de veille pendant l'année pour une raison X ou Y, mais là, je vais apprendre des choses, je vais avoir des idées que je pouvais éventuellement mettre en place chez mon client ou ma société dès la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est leur moment de veille. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'habitude, ils ne veulent pas consommer de vidéos YouTube juste pour ça. Et ton employeur, du coup, te dédie du temps pour le faire. Entre regarder une vidéo sur ton temps libre pendant ta pause déj et ton employeur te dédie une journée sur ton temps de travail pour assister à des conférences. Il devrait instaurer la journée YouTube. Parlons-en. La journée YouTube. Mais aussi, la différence aussi, c'est qu'au DevFest et nouveauté de cette année, il y avait les Code Labs, où là, faire des Code Labs sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Les Code Labs, c'est des sessions de 2 heures où tu as un intervenant qui te parle de la partie théorique, et c'est comme si tu avais un travaux pratique, un TP, pendant 2 heures, c'est fin de journée. Un TP qui va te permettre de manipuler, tu peux poser des questions en off à l'un ou à l'autre des intervenants, et ça, faire ça sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Je me tourne vers Charlotte pour la peine, qui a dit qu'elle consommait du contenu d'apprentissage numérique. T'en penses quoi, toi, de la captation? Est-ce que c'est une obligation déjà? Pourquoi vous captez? Moi, je pense que c'est important déjà pour la partie accessibilité, parce que même si les billets sont pas chers, c'est pas dit que les personnes en reconversion, même si c'est que 40 €, ça reste quand même 40 € et c'est pas sûr que tout le monde puisse se le payer quand même. Puis c'est pas sûr que toutes les entreprises autorisent le fait de pouvoir, enlever 2 jours de travail et du coup ça impliquerait de poser des congés. Je pense qu'il y a quand même une partie des gens qui pourraient pas venir quand même, sans sacrifier une partie soit de leur argent, soit de leur temps libre. Donc déjà pour ça, c'est important et pour moi, enfin, c'est nécessaire. Après, la captation en vidéo, oui. Live, pour moi, non, parce que ça serait trop, ce serait too much déjà, c'est horrible à faire, logistiquement, je crois et en plus de ça, du coup, on perdrait vraiment l'intérêt et enfin, juste pour revenir sur ce que tu as dit au-delà du relationnel, mais pour moi, justement, enfin, le DevFest, c'est le relationnel, c'est d'aller voir les gens, c'est de discuter, c'est de discuter avec les speakers après les confs et en fait ça tu peux pas le faire sur YouTube, ils regarderont jamais les commentaires, tu peux pas aller voir les gens en disant purée c'est trop bien ce que tu as présenté, je suis trop fan, enfin et ça comment tu le fais? Enfin ça laisse cette possibilité là que tu as plus ensuite ou que tu oses moins faire sur internet parce que c'est peut-être plus bizarre d'envoyer un message de manière random à quelqu'un. Là où je sais pas, dans la vraie vie ça me paraît beaucoup plus naturel et normal. Ok, cool, ça me va. Bon, ça fait 1 heure qu'on enregistre. Je vais vous poser des petites questions sur l'avenir maintenant. C'est quoi l'avenir du DevFest? On arrête tout. On arrête tout. On arrête ces conneries. On n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est trop difficile. On est passé d'une journée à 2 jours, 1500 personnes. C'est la plus grosse salle de la région lilloise, là. Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Est-ce que vous avez envie de vous stabiliser? C'est quoi le plan, là? Est-ce que vous en avez déjà parlé entre vous? On a notre trajet vendredi. Mais chacun pourra dire ce qu'il pense. Mais pour ma part, je pense que il y aura pas de gros changements
On va pas monter à 3000, on va pas monter sur 5 jours. Je pense que c'est pas notre philosophie. Parce que je pense qu'il y a pas, c'est pas un événement. Nous, ce qu'on veut, c'est un événement pour les personnes en priorité, pas en priorité, j'aime pas ce terme-là, mais pour les personnes de la région. Il y a des personnes de l'extérieur qui viennent et ils sont absolument les bienvenus, il n'y a aucun souci. Et on fait ça tout d'abord pour les gens de la métropole. Et je pense pas qu'il y ait le public pour accueillir plus de 3000 personnes pendant 5 jours sur l'île avec ce type d'événement, je pense. Donc on va garder la structure de cette année, je pense, et on va déjà améliorer ça. On va faire un podcast en live l'année prochaine. C'est déjà vu avec Ludo. Mais en tout cas, réservez votre 12 et 13 juin 2025. C'est mon anniversaire le 13 juin. Ouais, c'est ça. Il y aura un gâteau sur scène et tout. Un Une gâteau, keynote un d'anniversaire, ça va être incroyable. L'idée est notée, hein, gâteau d'anniversaire sur scène pendant la keynote avant la keynote Donc on d'ouverture. fait 2 soirées. Gérard, Voilà, pour l'année prochaine, et je pense pour l'année suivante aussi, pas d'énormes changements. Je pense qu'on a notre taille de croisière atteint cette année, ok. je trouve. Gérard, Qu'en pensez-vous Je rejoins complètement l'avis de Manu, globalement. En fait, je compléterais même avec le fait que s'il n'y a pas de besoin, on fonctionne surtout par le besoin. C'est-à-dire que on a senti un besoin, pas forcément tout le monde, mais on a senti un besoin des gens de passer sur 2 jours. Après, quand l'événement se terminait, quand il était sur un jour, il y avait des participants et participantes qui venaient nous voir en disant quand est-ce que vous passez sur 2 jours? Euh, et donc, du coup, à un moment donné, on est passé sur 2 jours parce qu'on voulait répondre à ce besoin. Globalement, on n'a pas de besoin aujourd'hui parce que c'est tout nouveau qu'on soit sur 2 jours. Il n'y a pas de besoin qu'on passe sur 3 jours. Et ce sera peut-être jamais parce que peut-être qu'on n'aura jamais le feedback que les gens veulent absolument qu'on passe sur 3 jours, etc. Pareil pour la capacité et ce que dit Manu, et je pense que c'est très vrai, même si on le fait pas même si on le fait essentiellement pour la métropole lilloise, et qu'on le fait pas forcément pour les autres villes, je pense il n'y a pas de besoin d'avoir une plus grosse capacité au DFS de Lille, et parce qu'on le voit, notre billetterie, on a fait sold out, je pense, sur les 2 jours et sur le journée de jeudi, pas sur la journée de vendredi, de mémoire. Et Si, les billets si se on l'a vendaient encore le jeudi. on se vendait encore le Les jeudi, tout à billets se fait, ouais. vendaient le jeudi pour le vendredi. Donc, tout à fait. Mais globalement, on est tombé plus ou moins juste globalement. Donc il y a pas besoin d'avoir plus de billets, donc du coup plus de participants, et donc on va pas surenchérir s'il n'y a pas de besoin finalement des participants. Et globalement, en fait, on veut probablement pas se transformer en ce que pourrait être là aujourd'hui le DFS Nantes, qui est presque connu à une échelle européenne. C'est-à-dire que le DFS Nantes, c'est le plus gros DFS d'Europe, si je me trompe pas. Et il y a des gens qui viennent de plus que la France au DFS, et c'est notamment aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'anglais en tant que talk au DFS Nantes. Et c'est quelque chose qu'on n'ambitionne pas du tout au DFS Lille. Ça restera probablement toujours français parce que notamment aussi on veut pas avoir de speaker à l'international au DFS Lille. C'est-à-dire on a essayé d'avoir une règle dans la sélection des speakers et speakers, c'est que ils puissent accéder au DFS Lille par le train au maximum en termes de moyens de transport. On veut éviter le plus possible que le ou la speaker utilise l'avion pour se rendre à l'événement. Et donc globalement, ça enlève les speakers du pays du continent américain et un peu trop loin, au continent africain, etc., quoi. Donc je pense que ça viendra, on n'a pas de raison aujourd'hui d'aller plus loin. Et donc hormis effectivement avoir une salle de Code Labs en plus, probablement l'année prochaine, parce qu'il y a un besoin aussi. Il y avait la salle de Code Labs, ça a vraiment bien fonctionné cette année, et on sent un besoin d'avoir une seconde salle de Code Labs pour l'année prochaine. Donc il y en aura probablement une. Mais hormis ça, je pense qu'on va on va stabiliser déjà comme ça pendant un petit moment, quoi. Il y a peut-être un truc auquel on peut s'améliorer sur la diversité des sponsors. Pendant les 6 éditions précédentes, il y avait beaucoup de sociétés de la communauté lilloise qu'on connaît toutes et tous. Et cette année, il a commencé à avoir des sociétés un peu à l'extérieur de l'île,
Je vais pas les citer toutes, mais je pense déjà à l'Ireco de Marly dans le Valenciennois, il y avait IMSA à Avelin. Voilà, des sociétés qui viennent pas de la métropole proche, en tout cas, pour montrer qu'il y a d'autres sociétés à l'extérieur de l'île. Il y a ce sujet-là sur lequel on devrait travailler, je pense, Et qui n'est pas facile. qui C'est n'est pas facile. une fois de plus, Et hein, Fanny et Charlotte, qu'est-ce que votre vision des années précédentes? J'aimerais bien la savoir. Pour la suite, Ouais. continuer encore plus nos efforts en termes de valeur, en termes d'impact. Moi, je veux continuer à avoir des keynotes qui ont de l'impact, pérenniser un petit peu, comme tu disais Charlotte tout à l'heure, le fait que par les efforts qu'on a fait jusque maintenant, on attire beaucoup de sujets sur le Green IT, sur l'accessibilité, etc. Donc, continuer à porter ces sujets-là, les porter à chaque fois de manière différente pour apporter toujours un nouvel angle de vue aux participants. Donc, globalement, c'est juste continuer et s'améliorer sur ces sujets-là. Moi, en tout cas, c'est mes motivations personnelles. Et toi, Charlotte, Charlotte? Ouais, en vrai, moi, je suis plus pour, j'ai l'impression qu'on a atteint un peu une taille où ça fonctionne bien et où c'est pas mal et puis, enfin, je sais pas, moi, je trouverais ça un peu contraire à vouloir toujours grossir, ramener plus de monde. Parce qu'on parle énormément d'impact écologique, mais en fait, même si on essaye de le réduire au maximum, faire venir autant de personnes sur 2 jours, c'est quand même énorme et en fait, vouloir toujours plus de monde, toujours plus de enfin, ça fait toujours plus de transport et c'est quand même pas négligeable, surtout à l'échelle de 1 500 personnes et du coup, là, on arrive à faire quelque chose qui est bien, qui propose assez de contenu pour que les gens soient contents, qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent, mais on arrive à maîtriser quand même l'impact qu'on peut avoir et je pense que du coup, c'est un peu idéal pour rester là-dedans. Après, peut-être varier un peu, les contenus, essayer de nouvelles choses, là, on a essayé les Code Labs, peut-être essayer d'autres choses, faire, des tremplins, des choses comme ça, comme peuvent le faire certaines confs. Mais au niveau de la taille et de la progression, pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec tout le monde de bon. Et comment on peut vous Donc aider? on n'arrête pas, on continue hein, pour. Le rendez-vous est pris. Comment on peut vous aider? Comment on vous contacte? Est-ce que vous recrutez déjà des bonnes volontés? Alors, je réponds, hein, mais vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'on n'en a pas parlé, hein, si on recrutait. Là, pour l'instant, je trouve qu'on a une équipe, en tout cas corps, qui a bien fonctionné cette année, avec Charlotte, Gérard, Manu et moi, avec à chaque fois des électrons libres un peu autour qui prennent un sujet. Et donc aujourd'hui, on veut garder ce cœur-là à quatre parce qu'on commence à se connaître, on commence à avoir nos habitudes. On a aussi besoin que ça soit efficace parce que c'est notre temps libre. Donc, euh, garder un petit peu ce noyau-là, le renforcer, faire un peu plus aussi que le DevFest, ça soit plus que Manu et Fanny, mais que les gens aussi sachent que Charlotte et Gérard, en fait, toute l'année, ils organisent aussi avec nous, tout autant, voire plus. Et donc, en termes, moi, je recrute pas pour les efforts à l'année, en tout cas de mon point de vue. Par contre, le jour J, on recrute toujours des bénévoles qui nous aident. Et en fait, c'est devenu notre porte d'entrée. À chaque fois, quand quelqu'un vient nous voir en disant tu veux aider, on dit viens d'abord, aide-nous le jour J, le jour du DevFest, rencontre un peu l'équipe, vois comment ça se passe, un événement, etc. Et puis, si tu as envie, après, on rediscute et puis on t'explique aussi tous les impacts que c'est. Et il faut vraiment que tu aies une motivation intrinsèque pour être motivé toute l'année à faire ce travail qui est forcément un peu moins stimulant que le jour J quand tu as les feedbacks de tout le monde en live. Un petit mot, Fanny, sur les bénévoles de la journée? Les bénévoles de la journée, oui. Alors, cette année, on était très, très contents. On a changé d'école. On est passé par la White Coat School. Et alors, je dis pas qu'on n'était pas content avant, mais on travaille avec 2 écoles de reconversion, la White Coat School et Alberton School. Alberton School. Et du coup, on a eu des personnes en reconversion avec, pareil, des profils divers. On a eu des gens plus âgés, des hommes, des femmes, des personnes handicapées, etc. Et donc, en fait, c'est en phase aussi avec qui on est par rapport avant des promos de mecs blancs. Voilà, c'est moi qui parle encore, donc vous savez que de toute façon, je mâche pas forcément mes mots sur ces sujets-là, mais on était très contents parce qu'ils étaient hyper motivés le jour J, c'était
génial de travailler avec eux, ils étaient très nombreux et en phase en plus avec nos valeurs en fait et ce qu'on veut mettre en avant. Et donc le deal, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est que tu étais bénévole un jour et le jour d'après, ou en tout cas le second jour, tu pouvais quand même venir au DFSLIM et tu participais aux conférences. Donc en fait, t'avais une moitié où tu travaillais et une moitié tu écoutais les conférences. Et ça pour tous les bénévoles des 2 jours. Ok, cool. Bon, un petit mot de la fin de la part de quelqu'un? Non? Je passe le micro à Charlotte. À chaque fois qu'on me demande le mot de la fin, j'ai juste envie de dire saucisse. Eh ben, saucisse. Pourquoi C'est Charlotte? pas la ref. C'est pas la Non ref. mais je sais pas, j'ai un porte-clés saucisse, je sais pas pourquoi ce mot me fait trop rire et du coup c'est mon mot de la fin. Eh bien, c'est un clin d'œil au premier DevFest et à son buffet. On va dire ça. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment tous les 4 d'avoir accepté de baptiser ce podcast. C'est le Le premier. pet papy fait de la résistance. Exactement. Non, mais vraiment, le DevFest m'a donné envie de parler un petit peu de la communauté lilloise. Donc, de la même manière que vous essayez de faire une conférence qui s'adresse à la métropole et aux gens du coin. J'aimerais faire un podcast aussi qui s'adresse aux mêmes personnes et où chaque personne est capable de venir un petit peu à la table et présenter son travail et qu'on puisse en discuter, en débattre. Euh, on va sûrement essayer de parler de nos domaines de compétences chacun. Donc, on parlera de retail, hein, on pourra pas y échapper. Moi, j'aimerais bien parler un petit peu d'agriculture aussi et de la tech et de ce qu'on fait. On va parler il se passe des choses à Euratech. Il y a des personnes qui donnent des cours d'informatique aux enfants à Euratech. Euh, J'aimerais aussi que les communautés lilloises viennent à mon micro pour discuter de pourquoi elles organisent aussi des jogs et qu'est-ce que le Covid a changé de tous ces sujets-là. Donc si vous avez envie de venir parler, n'hésitez pas. Mon micro est Comment on peut te ouvert. contacter, Ludo? Il y aura tous les liens en description. Ouais, voilà. C'est le youtubeur, quoi. Il met les doigts vers le bas. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Et on se donne rendez-vous au prochain DevFest Lille. Quelle date? Le 12 et 13 juin. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez. Ciao.